Les oligarques, c'est donc le nouveau livre de Christine Ockrent. On va bien sûr beaucoup parler de la Russie. On évoquera évidemment l'Ukraine tout à l'heure à la fin de cette conférence. Mais on va d'abord essayer de décrypter un peu les destins extraordinaires et totalement sidérants qui se sont construits dans les années 90 pour certains de ces oligarques et dans les années Poutine, les années 2000, pour d'autres, puisque c'est une nouvelle génération d'oligarques aujourd'hui qui règne en Russie dans le cercle très proche de Vladimir Poutine. Quelques questions assez générales peut-être d'abord, Christine Ockrent, si vous voulez bien, sur le livre, sur la quantité de travail que vous a demandé ce livre et sur les enquêtes que vous avez réalisées pour y parvenir. Qui avez-vous rencontré? Combien de temps avez-vous travaillé? Êtes-vous allé en Russie? D'abord, je voudrais remercier, si vous le permettez, le président du Conseil général et le Conseil général pour me faire découvrir ce lieu magnifique que je ne connaissais pas. Et vous remercier tous, bien évidemment, d'être aussi nombreux ce soir. Et j'y vois, je crois, le signe de la curiosité, peut-être aussi de l'inquiétude que l'on peut éprouver aujourd'hui dans un pays comme le nôtre. Et quand on regarde à l'Est ce qui se passe, et quand on voit comment, dans le chaos international aujourd'hui, certains comportements, certains acteurs bousculent finalement des règles du jeu qui, certes, n'étaient pas toujours respectées à la lettre, mais que nous croyons quand même à peu près réguler le monde qui est le nôtre, et on s'aperçoit qu'il n'en est rien. Pour répondre précisément à votre question, et sans mauvais jeu de mots dans ce si bel endroit, ça a été un travail de bénédictin. Parce qu'au fond, moi, je me suis lancée, j'avais vaguement cette idée d'oligarque en tête, parce que ce qui m'a toujours intriguée, c'est que ce terme ne soit employé que pour les Russes richissimes, pas pour les Chinois. D'aujourd'hui, on parle de milliardaires chinois, on ne parle pas d'oligarques chinois, pas pour les Américains. On a parlé au XIXe siècle des robber barons, ce qui n'était pas très flatteur, c'était en gros les grands voleurs de grands chemins. Mais s'agissant du terme oligarque, cela décrit bien ces hommes, une femme en l'occurrence, mais sans doute en parlera-t-on, issus de la Russie post-communiste. Et j'ai commencé à travailler au moment où Vladimir Poutine avait annoncé que pour les Jeux Olympiques de Sotchi, il se trouve que j'avais été à Sotchi, j'avais été sidérée d'apprendre que c'est dans une région au climat subtropical qu'on allait organiser les Jeux d'hiver. Donc déjà, j'avais vu une dimension extraordinairement russe de relever un défi que même la nature semblait contrer. Et j'avais vu aussi qu'il faisait appel pour financer ces Jeux, qui allaient s'avérer les plus chers de l'histoire olympique, plus de 50 milliards de dollars, qu'il avait fait appel à qui? Aux oligarques. Et donc, je me suis lancée dans cette affaire au cours de l'été 2013. Et ça a été une course de bobsleigh parce que il y a eu Sotchi. Avant Sotchi, il y a eu la libération de Mikhail Khodorkovsky, qui en décembre 2013 est apparu à Berlin, libéré dans des conditions assez obscures par un Poutine soucieux d'améliorer son image avant les Jeux Olympiques. Donc Khodorkovsky avait été le plus riche, le plus ambitieux politiquement, le plus occidentalisé de ces oligarques apparus au début des années Yeltsin, donc au début des années 90. Et Vladimir Poutine l'avait envoyé en camp de détention pendant 10 ans. Là-dessus a surgi, et c'est pratiquement l'anniversaire ce soir, les premières manifestations place Maïdan, donc à Kiev, en Ukraine, où là, on a vu des groupes de manifestants s'agglutiner de plus en plus nombreux pour affirmer leur volonté d'être européens. Enfin, d'être européens comme nous, de vouloir plutôt basculer du côté ouest de l'Europe. On en a même vu
brandissant le drapeau bleu étoilé de l'Union européenne, un drapeau que nous avons tendance ces temps-ci à considérer comme moins porteur d'espoir. Mais qu'on puisse se battre pour la démocratie, c'est insupportable à Poutine, ça, évidemment. Et là, on a vu aussi que pour Vladimir Poutine, c'était la vision de l'horreur, c'est-à-dire l'idée que des gens risquent la mort, et il y a eu des morts à Maïdan. Et donc, encore une fois, ça a été pour moi une espèce de précipité, et tout mon problème a été d'essayer d'arrêter à un moment. Donc j'ai pu, jusqu'au 17 septembre, grâce à mon éditeur, Robert Laffont, et surtout à mon amie Malcy Ozana, qui est l'une des filles d'Olivier Guichard. Donc je tiens à rappeler cette filiation régionale. Mais donc Malcy m'a dit, bon, le 17 septembre, tu t'arrêtes, il faut arrêter. Et 3 jours auparavant, donc j'ai pu encore le mettre dans le livre, un oligarque a été mis aux arrêts à Moscou, dans sa maison. Alors un oligarque, disons, de second rang, parce qu'il y a évidemment une hiérarchie parmi ces gens, un oligarque de second rang qui avait eu le mauvais goût de refuser à un oligarque de premier rang de lui céder ses participations dans une société pétrolière convoitée par l'oligarque de premier rang. Et, enfin, tout cela pour dire que toutes les semaines, tous les jours, il y a des phénomènes, des événements, des personnages qui continuent, Vladimir Poutine le premier bien sûr, mais tout autour, dans ce monde russe qui finalement est resté pour nous tellement opaque, on ne comprenait déjà rien à ce qui se passait au Kremlin, du temps de l'Union soviétique. Ah, on comprend encore moins, presque. Et là, on les appelait les kremlinologues à l'époque. Vous vous souvenez, c'était la période des hommes gris à chapeau qu'on voyait le 1er mai sur la place rouge. On se disait qui est le prochain. Mais aujourd'hui, ce qui est singulier, malgré l'excellence de nos experts, c'est qu'on ne comprend toujours pas ce qui se passe. Et je me suis dit donc, c'est un bon biais pour le comprendre en tout cas, que c'était une manière d'explorer le système de pouvoir du président Poutine. Vous citez la citation d'ailleurs, enfin vous dites qu'Aristote lui disait « Il y a oligarchie quand les détenteurs de la fortune ont l'autorité suprême dans l'État », ce qui est une bonne définition qui va bien effectivement à ces hommes qui entourent Vladimir Poutine. Alors, on va faire un peu d'histoire quand même, parce qu'il faut essayer de comprendre comment sont nés ces oligarques, quel terrain finalement a favorisé leur avènement, alors pas ceux d'aujourd'hui, mais ceux des années 90. Et alors moi j'étais assez surpris de voir qu'il fallait remonter finalement presque à Gorbatchev. C'est vraiment l'échec de Gorbatchev qui a donné... enfin, à la fois l'échec et comment dire, la désillusion, le courage destructeur. Ouais. Mais la désillusion de la perestroïka. Oui, mais l'espoir de la perestroïka. C'est-à-dire que Gorbatchev, qui est un pur produit du système soviétique, se rend compte que ce système court à sa perte. Et donc, il a le courage et l'inconscience d'essayer de le transformer. Un système à peu près intransformable, sauf à observer ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Et il faut d'ailleurs se rendre compte que pour Xi Jinping, donc l'actuel président chinois, l'obsession, c'est l'échec de Gorbatchev. L'obsession, c'est l'écroulement de l'Union soviétique. Surtout que la Chine, le Parti communiste chinois, ne procède pas à l'évolution de cet immense pays à la manière soviétique, parce que c'est la catastrophe. Et donc Gorbatchev déclenche donc la perestroïka, ce qu'on a appelé la glasnost, ce qui veut dire à peu près la transparence. Il est victime d'un vrai faux putsch quand il prend des vacances pratiquement à Sochi, enfin sur la mer Noire, là où tous les dignitaires soviétiques prenaient leurs vacances. Il rentre à Moscou, il n'a pratiquement plus aucun pouvoir. Boris Yeltsin décide de prendre les choses en main, d'abroger l'Union soviétique en tant que telle. Il dit, moi ce qui m'intéresse c'est la Russie, donc il devient président de la Fédération de Russie. Il monte sur un tank devant ce que les Russes appellent la Maison Blanche, c'est en fait la Douma, le Parlement russe. Il fait preuve d'ailleurs, Yeltsin, d'un grand courage à ce moment-là. Et bon, il prend le pouvoir
sur les décombres du système politique ancien, mais aussi sur les décombres d'un système économique qui est rouillé sur pied. Et donc se pose pour lui et pour ses premiers ministres successifs le problème suivant: comment est-ce qu'on passe à l'économie de marché? Et alors là, il est très important d'observer le calendrier, parce que en Pologne, où il y a eu Solidarność, il y a eu Wałęsa, il y a eu le pape Jean-Paul II, il y a eu un extraordinaire élan à la fois de sympathie et d'encouragement de la part des Occidentaux, les États-Unis, l'Europe, le Fonds monétaire international. Donc il va y avoir une injection massive de capitaux pour aider la Pologne à s'en sortir, et ça marche. La Pologne est d'ailleurs aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, l'un des pays qui marche vraiment bien. En Russie, 91, c'est une année électorale aux États-Unis. 92, Bill Clinton va être élu. 91, c'est encore le président Bush, papa. Et les Américains considèrent que la Russie a perdu la guerre froide. Et la Russie, ayant été l'ennemi de l'Occident pendant si longtemps, moi j'appartiens à une génération de journalistes, mon tout premier reportage, c'était le rideau de fer à la frontière entre la Tchécoslovaquie de l'époque et l'Allemagne de l'Ouest. Et donc, c'était très présent dans les esprits, et bien évidemment davantage encore pour les générations d'hommes politiques au pouvoir à l'époque. Et donc, en gros, pour aller vite, les Occidentaux, enfin les États-Unis surtout, vont décider de ne pas aider Boris Yeltsin. La Russie a perdu la guerre froide, qu'il se débrouille. Ils se méfient de lui un peu, quoi. Ils ont confiance en Gorbatchev. Mais surtout, ils ont la tête ailleurs. C'est une année électorale. Jamais le Congrès ne votera des subventions, c'est-à-dire de l'argent du contribuable américain pour aller restaurer la puissance russe. C'est juste inconcevable. Et donc, Boris Yeltsin va se retrouver avec ses ministres successifs, notamment Gaïdar, un type très brillant, un économiste déjà frotté aux méthodes occidentales. Comment fait-on pour privatiser, non pas les petits commerces, donc ça ils font dans un premier temps, ça marche d'ailleurs très bien, mais les grosses unités. Et là, ils vont avoir l'idée de copier ce qui a été fait à beaucoup plus petite échelle en Tchécoslovaquie, et ils vont émettre des coupons pour offrir, moyennant quelques roubles, à chaque salarié, à chaque cadre de chaque grosse entité du pays, des parts, des actions. Le problème, c'est que les Russes crèvent de faim. L'économie s'est arrêtée, donc il n'y a plus rien dans les magasins. Il n'y avait déjà pas grand-chose à l'époque communiste, mais alors dans ces années-là, il n'y a vraiment plus rien. L'espérance de vie va diminuer dans les années 90. C'est ça, 5 ans. Ouais. En Russie, et pas seulement par la vodka. Et à ce moment-là, il y a une quinzaine, une vingtaine, pour ne prendre que les plus gros, de malins qui vont se dire, au fond, on va racheter ces coupons. Ça ne coûte rien, donc avec quelques paquets de cigarettes, quelques saucissons, enfin des trucs insensés. Et donc, ils vont se poster à la porte de ces usines et ramasser les coupons pour pratiquement rien. Qui leur offre donc des parts dans les grandes sociétés. Qui leur offre des parts dans ces grandes sociétés. Ils considèrent qu'à partir du moment où ils ont 300 parts, ça suffit, ils sont propriétaires. Ils s'associent à des mafias qui ont toujours joué un rôle considérable dans l'histoire russe, d'autant qu'elles sont souvent ethniques. Donc vous avez une mafia géorgienne, une mafia tchétchène, une mafia, selon les régions de cet immense pays. Et donc vous aurez... vous verrez apparaître des gens, souvent de jeunes gens, qui ont commencé à fricoter, à faire des petits trafics en allant chercher des bouts d'ordinateur, c'est le début de l'informatique, ouais. Et qui commencent à ramasser beaucoup d'argent. Donc ils entassent cet argent dans des caisses en carton, et puis ils se disent, ça ne sert à rien d'avoir tout cet argent, donc je vais faire une banque. Et on pouvait créer une banque, il n'y avait aucune autorité, il n'y avait plus rien.
Certes, il y avait une vague banque Il centrale. n'y a pas de banque, oui, banque centrale, quasiment pas. Ouais. Mais donc, Mikhail Khodorkovsky, pour prendre son exemple, il fait des études d'ingénieur dans une école à Moscou. Ses parents sont petits cadres, pourrait-on dire, dans une usine de mécanique. Il est à moitié juif, ce qui fait que, vous savez qu'à l'époque, en Russie, juif était considéré comme une nationalité. Et donc, c'était sur son passeport. Et il faut d'ailleurs remarquer que beaucoup des oligarques de cette première génération, que j'appelle la génération Yeltsin, sont juifs sur leur passeport. Pourquoi les trouve-t-on là, surgissant à ce moment-là? Parce que, étant juifs, leur sont barrés, pas dans la loi mais dans les faits, quelques métiers nobles, c'est-à-dire dans l'ordre, le KGB, qui est en quelque sorte l'ENA russe, c'est-à-dire que quand vous passez par le KGB, vous avez la meilleure formation intellectuelle possible, la comparaison s'arrête là. Donc, le KGB, la diplomatie et quelques fonctions politiques de premier plan. Et donc, il y aura beaucoup de jeunes gens qui iront étudier soit l'informatique, c'est le début du numérique, soit la mécanique, l'ingénierie, le pétrole, enfin tout ce qui est industrie des matières premières, et donc ils seront particulièrement aptes à s'emparer de ce genre d'entreprise, et c'est ce que fait Khodorkovsky. Il commence par faire du petit trafic. Il est évidemment au Komsomol, c'est-à-dire la jeunesse communiste, comme cette génération. Gorbatchev dit au Komsomol au milieu des années 80, vous pouvez dans votre université ou dans votre institut vendre du cognac ou des blue jeans ou des trucs comme ça. Et voilà comment s'édifie en quelques années ce qui deviendra la première fortune russe de Khodorkovsky. Ces entreprises que rachètent ces oligarques à l'époque sont totalement criblées de dettes. Elles ne valent rien sur le papier. Ces bons ne valent rien au départ. Ils ne valent rien, mais ils sont, comment dire, c'est comme un jeu de Monopoly. À partir du moment où vous avez les titres de propriété, il faut maintenant que vous arriviez à faire marcher l'industrie. Ouais. Et c'est là où c'est pour ça qu'il est très difficile d'avoir, en général, me semble-t-il, des jugements de valeur, mais singulièrement dans le cas de cette génération-là, parce qu'au fond, ils ont su quand même, malgré tout, remettre à flot, faire fonctionner, ressusciter et développer. C'est un système de rechange. Un système qui, certes, de façon extraordinairement inégalitaire, mais a permis à une économie qui, encore une fois, aujourd'hui encore, dépend entièrement des hydrocarbures et des matières premières. C'est bien pour ça que la situation aujourd'hui est tellement difficile en Russie, l'économie en tout cas. Ces gens-là ont permis, d'une certaine façon, à l'économie russe de fonctionner et même de se développer. Et ils ont aussitôt trouvé, bien évidemment, les services d'occidentaux, des Anglais surtout. Nos amis anglais sont très pragmatiques, donc ils ont vu très vite que cette manne d'argent quittant la Russie avait besoin d'être mise à l'abri dans les paradis fiscaux, d'être investie de façon astucieuse. Et donc, ces oligarques russes, à partir du milieu des années 90, vont faire de Londres leur vraie capitale et vont faire la fortune d'une industrie de services. Dans l'ordre, il y a Londres et la Suisse, et c'est encore à peu près comme ça aujourd'hui. Vous dites, enfin vous rappelez dans le livre, et je crois que c'est, il me semble que c'est Berezovsky qui dit ça, en 91, l'État était propriétaire de la Russie à 100%. 3 ans plus tard, 75% des richesses étaient devenues privées. C'est dire à quelle vitesse ça a été. Ils étaient 7 oligarques. Ils contrôlaient l'économie à 7 seulement. Et il dit qu'il n'y a pas besoin de centaines de millions, quelques dizaines suffisaient.
Berezovsky, Khodorkovsky, qui sont donc on va dire les deux premiers gros oligarques du pays. Vous avez parlé un peu de Khodorkovsky. Berezovsky, c'était quel profil un peu? Berezovsky est sans doute était. On l'a retrouvé pendu dans son château anglais en mars de l'année dernière. Et la justice britannique n'a toujours pas décidé s'agissait-il d'un suicide ou pas. Berezovsky était de loin le plus fou, le plus flamboyant, le plus romanesque de ces types-là. Il était un peu plus vieux, d'ailleurs. Donc lui, il a commencé... il était ingénieur, assez brillant. Il voulait devenir prix Nobel de physique. Il était à l'Académie des sciences, mais il n'avait pas de quoi nourrir sa famille, ni payer les cahiers de ses filles. Et donc, il a commencé à traficoter dans les voitures. Ensuite, Perestroïka aidant, son système de voitures commence à fonctionner, d'autant qu'il a eu l'intelligence de s'acoquiner, il n'y a pas d'autre terme, avec un Géorgien qui sera son partenaire à la vie et à la mort, Badri Patarkasashvili. Il faut arriver à le prononcer, hein, je vous assure, j'ai mis des mois. Et donc, ce Badri est lui géorgien, monté de Géorgie, lui aussi formé dans les mafias, enfin un type extraordinairement agile en matière financière. Donc, Berezovsky et lui vont faire la paire. Et Berezovsky, lui, à la différence de Khodorkovsky, plus encore que Khodorkovsky, est un politique. C'est-à-dire qu'il comprend, devenant de plus en plus riche, échappant à quelques attentats, s'attachant donc les services de la mafia géorgienne, il comprend qu'il faut établir des rapports de force avec le Kremlin, en l'occurrence avec Yeltsin, et donc il va acheter des médias. Il va acheter l'équivalent de TF1, il va acheter des radios, il va acheter de la presse écrite, il sera d'ailleurs en rivalité avec un autre oligarque qui s'appelle Goussinski, parce que ces types-là comprennent que dans ces années Yeltsin, où il y a eu un tout petit peu, ça n'a pas duré, un tout petit peu de liberté d'expression, de liberté de pensée, tout à coup, il y a eu des organes de presse qui ont surgi avec des gens brillants, extraordinairement courageux. On se souvient tous, j'en suis sûr, d'Anna Politkovskaya, qui est cette journaliste qui a été assassinée par les sbires du régime au pied de son ascenseur pour avoir couvert avec trop de véracité la guerre en Tchétchénie. Mais il y a donc des médias indépendants qui deviennent la propriété de certains de ces oligarques, et notamment de Berezovsky. Donc les rapports de force avec Yeltsin sont très tendus. Alors, pour se faire bien voir du Kremlin, on flatte la famille, et surtout la fille cadette de Yeltsin, qui s'appelle Tatiana, qui est la préférée, qui a énormément d'influence sur son père, un père qui, il faut bien le dire, s'imprègne de plus en plus tôt dans la journée de boissons hautement alcoolisées, et dont la santé, en plus, vacille. Mentale, mais donc, la Tatiana va, en quelque sorte, gérer ces intrigues entre oligarques par rapport au Kremlin, et donc ça va durer donc toutes les années 90. Encore une fois, pour nous, c'était quoi les années Mitterrand, Chirac voilà. Un peu plus loin, il y avait cet univers. Et vous dites d'ailleurs, effectivement, Yeltsin, à l'époque, sa santé mentale faiblit, il y a un certain désenchantement, son secrétaire général est candidat à la présidentielle. Lui, il est pratiquement hors de question qu'il se représente, parce qu'il n'est pas en état de le faire, mais les oligarques vont le faire réélire. C'est vraiment eux qui le font réélire. Ils le font réélire et ils font venir pour cela l'homme de communication qui était celui de Margaret Thatcher. Parce que Mme Thatcher était considérée par tous ces gens comme il n'avait pas tort, un extraordinaire monstre de la politique, monstre sacré de la politique, et elle avait pour conseiller en communication Lord Bell, enfin qu'elle a anobli, donc il n'était pas encore Lord, qui a créé une boîte de relations publiques extrêmement célèbre dans le monde anglo-saxon, qui s'appelle Bell et Pottinger,
Et donc Lord Bell a été installé à Moscou, secrètement, dans un hôtel qui avait été privatisé pour l'occasion. Tatiana avait elle-même pris tout un étage sans que ça se sache pour être au plus près des manœuvres. Et donc c'est avec les techniques de marketing politique dernier cri que Yeltsin va être réélu. De mémoire, c'était en 97-98. Mais ces médecins font en sorte qu'il est capable d'esquisser 3 pas de rock sur une scène publique pour faire croire, le malheureux, qu'il est encore en forme. Il est réélu. Et donc le clan, la famille, peut continuer à régner sur le Kremlin et entretenir avec les oligarques des rapports qu'on va qualifier de fructueux pour la famille et pour les oligarques. Mais apparaît au Kremlin un homme plus jeune qui, lui, est d'une toute autre, appartient à une toute autre histoire et qui s'appelle Poutine. Vladimir Poutine. Qui arrive donc au pouvoir en mai 2000. Là, j'ai envie de dire fini de rire pour les oligarques. C'est un peu fini de rire quand même. En tout cas, il va y avoir une certaine reprise en main et Khodorkovsky, c'est à ce moment-là qu'il va donc être envoyé au bagne. Pourquoi est-ce que Poutine, lorsqu'il arrive au pouvoir, donc convoque les oligarques? Qu'est-ce qu'il leur dit? Et pourquoi enferme-t-il Khodorkovsky? Est-ce que c'est une manière finalement de calmer un petit peu finalement tout le monde? Est-ce que c'est pas Khodorkovsky qui a payé pour tout le monde? Mais il faut voir d'où vient Vladimir Poutine. Vladimir Poutine vient, j'allais dire, d'un milieu très modeste. C'est idiot de dire ça, vu qu'à l'époque, bien évidemment, à Leningrad, vivant avec ses parents avec qui il ne s'entendait pas dans 32 mètres carrés, c'était pas l'opulence. Et ce gamin, assez vilain, pas très costaud, commence à tourner mal. Il se bat dans la rue, etc. Et là, il rencontre, il se fait un ami pour la vie. Donc vous ne serez pas surpris d'apprendre que cet ami, qui s'appelle Arkady Rotenberg, fait aujourd'hui partie des oligarques les plus riches de Russie. C'est à lui qu'il y a très, très exactement 3 semaines, Vladimir Poutine, qui a décidé de retirer du marché, ça c'est pas dans mon livre parce que c'était il y a 3 semaines, Vladimir Poutine qui a décidé de retirer du marché tous les manuels scolaires de façon à ce qu'ils soient réécrits dans un sens plus élogieux pour la Russie, peut-être accessoirement pour lui-même, en tout cas pour la Russie, a confié le monopole de la nouvelle édition de tous les livres scolaires du marché russe à son ami Rotenberg. Ancien professeur de judo. Qui était son prof de judo. Ouais. Et le fait que ces 2 garçons se rencontrent sur le judo à ce qu'on appelait encore Leningrad, va en quelque sorte sortir Poutine de l'ornière. Ouais. Il va pouvoir entrer au KGB, il va pouvoir apprendre l'allemand, être envoyé à Dresde, en Allemagne de l'Est, comme officier d'enseignement. Et il est ensuite appelé, et ça c'est très intéressant pour la suite, à Leningrad par le maire de Leningrad, qui est un proche de Gorbatchev, qui s'appelle Sobchak, et qui était un homme que l'on qualifiait, sûrement à juste titre, de, ouvrez les guillemets, libéral, en tout cas quelqu'un qui, à la manière de Gorbatchev d'ailleurs, voulait faire évoluer le système. Et ce Sobchak confie au lieutenant-colonel Poutine, rentré de Dresde, le département import-export de Leningrad, qui est une ville à l'époque affamée. Là encore, il n'y a rien à manger. Il n'arrive pas à exporter le pétrole. Donc, il tisse des liens avec la Finlande, qui est le pays le plus proche et avec lequel il y avait toujours eu un peu de commerce. Et là, Poutine va constituer son clan. Il aura parmi ses collaborateurs un jeune homme mieux formé que lui intellectuellement, un certain Dimitri Medvedev, qui lui est un jeune juriste, dont il fera donc sa créature politique au point d'en faire son Premier ministre. Et puis quand lui, Poutine, ne peut plus être président, Medvedev président, maintenant Medvedev est redevenu Premier ministre. Et vous trouvez là des gens qui sont aujourd'hui
d'abord tous frappés par des sanctions occidentales à cause de l'Ukraine, mais vous trouvez là des gens qui sont à la tête du premier groupe pétrolier, à la tête de l'une des banques les plus influentes, à la tête d'un empire, je parle de Rothenberg et de son frère, qui va des travaux publics à n'importe quoi. Autrement dit, ce clan-là va monter en grade avec Poutine. Et Sobchak dit à Yeltsin, j'ai un type formidable, je te le prête, je te l'envoie à Moscou, parce que ton Kremlin, ça ne marche pas, il faut mettre un peu d'ordre dans tout cela. Et donc, Poutine va entrer dans l'équipe Yeltsin et il va voir de très près les oligarques, ces rapports de force, la manière dont les oligarques narguent le pouvoir politique, dont ils sont propriétaires des médias, donc ils ont une capacité d'influence sur un embryon d'opinion publique qui est très dangereux. Yeltsin désigne Poutine comme son successeur. Il le fait à la télévision, en chancelant, il se trompe de date, mais il dit, voilà, il y a un homme en qui vous pouvez avoir toute confiance, etc. Je lui confie la Russie. Et la famille, donc Tatiana, la fille cadette, a vu qu'avec ce Poutine, les intérêts de la famille ne seraient jamais menacés. Et d'ailleurs, Poutine n'a jamais poursuivi. Il signe d'ailleurs un arrêté, c'est la première chose qu'il fait. Il signe l'arrêté d'immunité de la famille, ce qui permet donc à leurs avoirs, qui sont déjà à Londres ou ailleurs, d'être à l'abri. Et il sera toujours fidèle, parce que Poutine, parmi ses qualités, il est loyal, dit-on, m'ont dit tous ceux que j'ai pu interroger, par rapport aux gens avec lesquels il a un pacte. Et donc Poutine, lui, se présente à l'élection présidentielle, il est élu en 2000. Mais il a compris l'affaiblissement de Yeltsin, et donc il va observer ces oligarques. Il y en a deux, les plus malins, qui vont voir que Poutine, ce n'est pas Yeltsin, et donc le premier de ceux-là, c'est Roman Abramovich. Abramovich, on le connaît parce qu'il est le propriétaire du club de foot de Chelsea. Et Roman Abramovich, qui a un destin tout à fait hors du commun, est celui sans doute qui va le mieux assurer la transition entre le clan Yeltsin et le clan Poutine, et qui aura même un rôle politique à ce moment-là. Il y en a un autre qui est, lui, le roi de l'aluminium, pour aller vite, qui s'appelle Deripaska. Lui aussi, il va comprendre que Poutine, c'est différent. Mais les autres, et notamment Berezovski, donc celui qu'on a retrouvé pendu, qui est un bravage, qui est très exubérant, qui fait beaucoup de bruit, qui étale son argent avec beaucoup d'obscénité, qui fait du bruit partout où il passe. Ça, Poutine n'aime pas du tout, d'ailleurs. Il aime la discrétion. Il n'aime pas ça, et il aime encore moins, et je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, un sous-marin russe qui s'appelle le Kursk, sous-marin nucléaire, disparaît en mer Baltique. L'équipage reste au fond de la Baltique pour toujours. Mais comme sous Yeltsin, il y avait un peu de liberté d'expression, qu'il y avait ces médias appartenant aux oligarques, les familles de ces malheureux commencent à s'exprimer. Dans les médias des oligarques. Dans les médias des oligarques, et notamment la première chaîne qui appartient à TF1, appartient à Berezovski. Et les dirigeants de cette première chaîne donc donnent soir après soir la parole aux familles des marins du Kursk. Et puis en même temps, Vladimir Poutine, lui, passe ses vacances sur la mer Noire, comme ses prédécesseurs, et il fait du ski nautique. Et vous savez qu'il adore montrer son corps. On a vu torse nu, montant à cheval, pêchant à la ligne. Enfin, il a su construire, et c'est très important, je crois, dans la manière dont il est perçu par les Russes, et pas seulement par les jeunes femmes russes, qui chantent « Ah, mon beau Vladimir, au moins, lui, il ne boit pas, il ne fume pas, c'est mon Vladimir ». Mais il y a cette espèce d'incarnation très virile.
du pouvoir sportif, etc., etc. Et donc, la chaîne de Berezovsky ne trouve rien de mieux que de montrer Poutine faisant du ski nautique au moment où les marins du Koursk sont dans la Baltique. Et donc là, Berezovsky comprend qu'il vaut mieux qu'il prenne son jet privé et qu'il parte tout de suite se réfugier au Cap d'Antibes, où il a acheté 2 propriétés, le château de la Garoupe et le clocher de la Garoupe. Évidemment, il ne reconnaîtra jamais que c'est à lui, parce que, ça c'est vrai de tous ces oligarques, ils ont toujours des sociétés écrans pour dissimuler leurs propriétés. Et l'une des compagnes nombreuses de Berezovsky, mais enfin semble-t-il, la dernière en date officieuse, est en train aujourd'hui de faire un procès pour essayer de récupérer ses propriétés. Elle a été saisie, la propriété, je crois d'ailleurs. Mais donc, à ce moment-là, Poutine fait peur aux oligarques. Donc il y en a qui comprennent tout de suite et qui s'en vont en exil, qui ne reviendront jamais en Russie. Mais Khodorkovsky, lui, le plus riche, donc il a construit un empire pétrolier qui s'appelle Yukos. Il a compris qu'il valait mieux commencer à jouer selon les règles, donc il fait venir les grandes boîtes de comptabilité occidentales, PricewaterhouseCoopers, il fait venir Kissinger et un Rothschild anglais à son conseil d'administration, il crée une fondation qu'il appelle Russie ouverte pour essayer d'améliorer l'éducation civique en Russie. Et lui, Khodorkovsky fait l'erreur de penser que les rapports de force qu'il a, lui, établis avec le Kremlin vont durer. Donc ça dure 1 an. Poutine convoque un jour les plus riches des oligarques pour s'enquérir de leur manière de voir l'économie russe. Et Khodorkovsky, qui s'était, avec une certaine arrogance, installé comme leur porte-parole, dit « Monsieur le Président, nous sommes quand même très préoccupés par le niveau de corruption qui règne dans votre administration. Il faudrait peut-être faire quelque chose. » À ce moment-là, Poutine... Et alors tout ça est filmé, parce que ce que j'ai découvert en travaillant sur ce livre, à la différence des livres que j'avais pu faire auparavant, c'est que vous avez maintenant une richesse incroyable d'images, d'archives. Et donc, vous voyez cette scène avec un Poutine, enfin, glabre, voilà, et tous ces types là autour. Et donc, Poutine, assez narquois, dit à Khodorkovsky, oui, et vous-même, vous êtes sûr que Yukos, votre compagnie, est en règle? Oui, dit l'autre, bien sûr, je fais les choses selon les règles. Ah bon, on va voir. 3 mois plus tard, Khodorkovsky, le numéro 2 de Yukos, lui, a compris, le dénommé Nevzlin, que ça sentait pas bon. Il s'enfuit, il va s'installer en Israël. Et Khodorkovsky part à bord de son avion inspecter ses sites pétroliers en Sibérie. Et un jour, il est arrêté par les forces spéciales, embarqué, soumis à un premier procès complètement ubuesque où on l'accuse de toutes sortes de choses et envoyé en camp de détention. Il sera soumis à un autre procès où à chaque fois le pouvoir prendra soin de le mettre en cage, lui et un autre de ses adjoints, filmé bien évidemment, de façon à ce que le peuple russe déteste les oligarques. Il faut bien voir que les excès des années Yeltsin ont été odieux pour des gens qui, encore une fois, cherchaient à s'en sortir, à comprendre comment ce nouveau système qui leur paraissait encore plus incohérent que le précédent, comment faire. Donc, l'image d'un Khodorkovsky humilié derrière des barreaux, retournant en camp, comme une bête, ouais. C'était pas pour déplaire à l'opinion publique russe. D'ailleurs, cette image poursuit Khodorkovsky encore aujourd'hui. Mais vous avez raison, c'est la façon pour Vladimir Poutine de mater le plus riche des oligarques et donc de faire comprendre à tous les autres que s'ils veulent continuer à fonctionner, continuer à faire prospérer leurs entreprises, dont la Russie a par ailleurs besoin,
continuer à pouvoir aller et venir librement, acheter toute la Côte d'Azur, acheter dans le cas d'Abramovich des bateaux, c'est un fou de bateau, donc aucun bateau ne peut faire moins de 60 mètres, donc il y en a un. Certains bateaux étant équipés de missiles anti-missiles, parce que les gens sont méchants, donc on ne sait jamais, il faut toujours se méfier. Bref, c'est une galaxie de personnages qui vivent dans un autre monde, mais que Poutine tient Contrôle, ouais. à sa façon. Ce qui est important, en fait, c'est de ne pas aller sur les secteurs qui sont importants pour Poutine, dans lesquels il peut avoir des intérêts, comme le pétrole, par exemple, en fait. Oui, mais en même temps, il faut bien que ces entreprises pétrolières tournent. Ouais. Et donc, c'est là où, sur les ruines de l'empire de Khodorkovsky, un dénommé Igor Sechin va démontrer son brio. Donc Sechin, on le trouve déjà à Saint-Pétersbourg au début de Poutine. Lui, c'est un ancien du GRU. Le GRU, c'est le service de renseignement des forces armées russes, donc ça n'a vraiment rien à envier au KGB. On l'a vu à l'œuvre en Angola et au Mozambique, au moment où l'Union soviétique s'agitait beaucoup en Afrique noire pour soutenir ou détruire certains mouvements. Et donc, le Igor Sechin va construire son empire pétrolier qui s'appelle Rosneft et qui est aujourd'hui le groupe pétrolier le plus puissant de Russie et le partenaire de ExxonMobil, qui est l'une des grandes compagnies pétrolières américaines. Alors que notre groupe à nous, si j'ose dire, Total, et c'est ainsi, hélas, que Christophe de Margerie a perdu la vie, Total, lui, est associé à d'autres groupes pétroliers et parfois actionnaires de façon importante. Et c'est d'ailleurs en assistant à une réunion sous la présidence de Medvedev que Christophe de Margerie a trouvé la mort une nuit à Moscou. Mais donc le Sechin, si vous voulez, Poutine a mis à la tête des secteurs névralgiques privés ces hommes ceux qui étaient à Saint-Pétersbourg au début. Et la seule chose qui soit restée publique, c'est Gazprom. Et Gazprom est un énorme conglomérat. On voit d'ailleurs les oriflammes de Gazprom sur nos stades, parce qu'ils ont énormément investi dans le football, et d'ailleurs dans beaucoup de sports. C'est une tactique des oligarques et du Kremlin pour être présent un peu partout, notamment l'escrime. Je pense à l'escrime parce que l'un des oligarques les plus riches et les plus secrets, qui s'appelle Ousmanov, est le président de la Fédération internationale d'escrime. Je ne parle même pas des échecs. Et donc, là, encore une fois, on voit comment Vladimir Poutine met ses hommes ou tient, en mettant là aussi à la tête de Gazprom un homme à lui, un dénommé Miller, tous les secteurs clés de l'économie. Mais comment est-ce qu'il les tient? Est-ce qu'il a une autorité naturelle ou est-ce que c'est simplement finalement, parce que ce sont tous des anciens du KGB, du FSB, où il y a un certain respect hiérarchique du chef simplement? Est-ce que c'est uniquement ça? Non, je crois qu'il y a tout ça, et puis il y a des intérêts bien compris. Tous ces gens, évidemment, rivalisent entre eux. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne renversent pas Poutine? Ça serait possible, ça, non? Ils ont les moyens de le faire. Mais quel serait leur intérêt à partir du moment où Vladimir Poutine, d'abord, est le plus fort d'entre eux? Il les connaît, il sait tout sur eux, il peut, dans un claquement de doigts, leur faire subir le même sort que Khodorkovsky. Certains d'entre eux, d'ailleurs, dans un claquement de doigts, font arrêter ceux qui leur nuisent, notamment Sechin, donc le patron de Rosneft, c'est lui qui a fait mettre aux arrêts l'oligarque de moindre importance à la mi-septembre. Et donc le système est tel que tous ces gens qui en font partie y trouvent leur intérêt. Et Vladimir Poutine incarne évidemment ce système, avec en plus, et il ne faut jamais sous-estimer cela, plusieurs ingrédients très puissants. D'abord, la religion. En arrivant au pouvoir, Yeltsin avait commencé, mais en arrivant au pouvoir, Vladimir Poutine va restaurer dans sa munificence
la religion orthodoxe. Donc, à nouveau, ce seront les processions, enfin les films russes, vous vous souvenez, avec l'or, les encens, on voit Poutine faire ses dévotions. Et c'est pour ça qu'il a géré son divorce avec une certaine discrétion, parce que, voilà, il ne fallait pas choquer les fidèles. Les oligarques aussi mettent la main à la poche Les pour l'Église orthodoxe. mettent la main à la poche, se signent 15 fois par jour. Yakounine, qui est très important dans les relations franco-russes, c'est le président des chemins de fer russes. Il faut bien voir que les chemins de fer en Russie, c'est ce qui tient la Russie. Les chemins de fer russes, ça emploie 5600 employés qui sont tous en uniforme. Et Yakounine, qui lui-même était le numéro 2 du KGB à la représentation soviétique à l'ONU dans les années 70, Vladimir Yakounine est président ou coprésident d'une association franco-russe particulièrement active, disons ça comme ça. Et ce monsieur Yakounine a été frappé par les sanctions de Washington, mais pas de l'Union européenne. Et il est extrêmement influent et dévot dans la renaissance de l'Église orthodoxe. Il va tous les ans à Jérusalem à Pâques prendre le feu sacré qu'il ramène dans un monastère près de Moscou. Et il fait partie des plus virulents critiques de l'Europe, de notre Europe à nous, qu'il décrit volontiers comme étant décadente, sombrant dans des mœurs dissolues. Je le racontais à certains de nos confrères tout à l'heure, au moment, il faut dire assez sidérant, de la victoire de Conchita Wurst au dernier concours de l'Eurovision, donc la femme à barbe autrichienne, Yakounine s'est fendu dans tous les médias sur lesquels il pouvait mettre la main, de tribunes vitupérantes pour dire, voilà, regardez, est-ce que c'est cette Europe-là à laquelle vous voulez que nous ressemblions, etc. Et comme c'était en pleine crise ukrainienne, ça a été évidemment tout à fait incendiaire de sa part. Au-delà de la religion, alors il y a quand même aussi le patriotisme très fort de ces oligarques que vous soulignez dans le livre. Et on a le sentiment finalement que les sanctions qui les frappent aujourd'hui, à cause de l'Ukraine, arrange bien Poutine finalement, parce que ça lui permet finalement de dire à ces oligarques, regardez, revenez ici, rapatriez vos intérêts chez nous, et vous dit d'ailleurs, contrairement aux oligarques précédents, ceux-ci considèrent que leur fortune personnelle est un cadeau de la mère patrie. Dans notre culture collective, les entreprises publiques, même sous la coupe de ces milliardaires, sont perçues comme restant au service de tous. Ça marche, quand Poutine leur dit « revenez chez nous, vous êtes des patriotes ». Oui, ce n'est pas faux. La citation que vous venez de lire vient d'un Russe qui lui-même fonctionne dans ce système, un type brillantissime d'ailleurs, qui s'appelle Loukyanov, qui est le rédacteur en chef d'une revue de politique étrangère. Donc, il fréquente beaucoup les colloques occidentaux pour nous expliquer à quel point on ne comprend rien, ce en quoi il n'a pas tort. Mais quand il dit oui, faites attention parce que ceux-là, les oligarques d'État, donc très différents encore une fois des oligarques période Yeltsin, ce sont des gens encore une fois qui ont fait partie ou font toujours partie de ce qu'on appelle en russe les forces, autrement dit les services, et donc ils gardent une mentalité, une fibre à la fois patriotique, militaire, tout ce qu'on veut. Et il est évident qu'à partir du moment où les sanctions ont frappé des individus, donc ça prouve bien que la nature même du système Poutine n'a rien à voir avec un autre système dictatorial. Chaque fois qu'il y a eu des sanctions occidentales, prenez le cas de l'Iran, il y a toujours des sanctions, et elles continuent puisqu'on n'est pas arrivé à se mettre d'accord sur le nucléaire. Mais les sanctions occidentales sur l'Iran, elles frappent des secteurs d'activité et très rarement des individus. Il y a un ayatollah, je crois, qui est nommément frappé par des sanctions, mais c'est à peu près tout. Dans le cas de la Russie, ce sont tous des individus, parfois une banque ou deux, mais ce sont tous des individus. Vous y trouvez, parmi les sanctionnés, si j'ose dire,
pas toujours la même liste d'ailleurs, selon qu'il s'agisse de Washington ou de l'Union européenne, mais enfin, tous les oligarques d'État, tous les oligarques de Poutine, et aucun des oligarques Yeltsin. Et il y en a 3 ou 4 qui passent à travers les mailles du filet pour une raison que personne n'ose dire à haute voix, mais que j'écris, qui est en fait que leurs intérêts dans nos économies à nous sont tellement puissants, notamment cet Ousmanov, qui est d'origine ouzbek, musulman, qui a eu l'idée fulgurante d'investir dans l'économie numérique au moment où elle a démarré, c'est-à-dire la Silicon Valley, pour aller vite, donc Facebook, Google, etc. Ousmanov, il n'est pas sur la liste des sanctions. Mais vous avez raison, ça a été jusqu'ici et jusqu'à il y a 3 jours, une manière pour le Kremlin de dire « vous voyez ce qui vous arrive ». Quand vous êtes tellement prisonnier, en fait, des marchés financiers occidentaux, là, eh ben, vous n'y avez plus accès. À moyen terme, Monsieur Sechin, pour rembourser vos emprunts, ben, vous ne pouvez plus aller emprunter encore plus d'argent, etc. Donc, vous voyez à quel point c'est un mauvais système, à quel point il faut que vous rapatriez vos avoirs. Alors, d'accord, on n'est pas dupe, on durcit les lois fiscales, ça a été annoncé il y a 3 jours, mais on sait bien que beaucoup d'argent va rester à Chypre ou dans les paradis fiscaux divers et variés. Néanmoins, arrêtez de faire sortir les capitaux. Placez-les en Russie, faites un effort patriotique pour investir dans l'économie nationale et au pire, allez mettre votre argent en Chine. Alors là, ça ne prend pas nécessairement très facilement parce que même à Hong Kong, les marchés financiers ne sont pas tout à fait aussi bien équipés que les marchés occidentaux. Mais vous avez raison, c'est une manière pour Vladimir Poutine de faire comprendre aux oligarques la fragilité relative de leur sort. Alors, il y a un chapitre, on ne va pas y revenir parce qu'on n'a pas le temps, qui s'appelle Leningrad, mais que je vous invite à lire, où vous expliquez effectivement que la plupart des Russes, c'est en tout cas la ville qui compte le plus de milliardaires, et il y a beaucoup de Russes, et vous dites que c'est devenu la capitale de l'oligarchie russe. Et vous citez cette anecdote de mars 2014, où la BBC et plusieurs journaux diffusent un jour la photo prise au téléobjectif d'un document qu'apporte un haut fonctionnaire à Downing Street. Et ce document explique à quel point il faut préserver le centre financier de Londres et éviter toute interruption de flux de capitaux russes, car sous l'effet des tensions internationales, 70 milliards de dollars ont déjà fui le pays au cours du premier trimestre. C'est énorme. Énorme. C'est énorme et ça continue. Ça continue. C'est terrible pour Londres, en fait. Les flux financiers. Mais en même temps, on a pu voir que dans ce sommet du G20 qui s'est très très mal passé en Australie, le plus virulent face à Vladimir Poutine, c'était le Premier ministre britannique. Donc, mais les Anglais sont toujours très bons pour cela. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont un génie pragmatique extraordinaire et ils ont des avocats, des fiscalistes, des militaires. Vous savez que les gens des forces spéciales britanniques rentrant d'Afghanistan, etc., ils sont tous embauchés par les Russes, tous embauchés par les oligarques, qui vivent entourés d'une véritable armée. On n'imagine pas. Et d'une armée armée. Et ce n'est pas des pistolets d'ordonnance. Vous dites qu'il y en a un, il a l'équivalent de la 3e armée de Russie. Oui, 3e armée privée, les armées privées. Donc, il y a tout un système, si vous voulez, anglais, enfin londonien, qui fonctionne. D'ailleurs, les prix de l'immobilier à Londres ont monté de façon stratosphérique à cause des oligarques. Néanmoins, à partir du moment où est intervenue la crise ukrainienne, les flottements au sein de l'Union européenne, et surtout au mois de juillet, il ne faut vraiment pas oublier ça, le MH17, c'est-à-dire cet avion de la compagnie malaisienne à la mi-juillet, qui a été frappé en plein vol par un missile de fabrication russe tiré, quoi qu'en dise, pour le moment en tout cas, la commission d'enquête qui n'a toujours pas rendu ses conclusions, mais tiré par les séparatistes pro-russes. À ce moment-là, à partir de la mi-juillet, il y a eu une vraie
crispation européenne, une vraie crispation des opinions publiques, même dans les pays qui étaient les plus hostiles aux sanctions, c'est-à-dire les Pays-Bas, parce que la majorité des passagers étaient néerlandais, et l'Allemagne. Mais on sent quand même que l'Europe n'arrive pas à jouer très collectif sur ce dossier. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts qui sont assez Alors, différents. je sens que vous allez me parler de 2 bateaux qui sont à Saint-Nazaire. Pas forcément. Non, j'allais plutôt vous parler de l'énergie. Ça, c'est moi. pour la fin, alors. Non, même pas. Non, mais c'était plutôt sur l'énergie, parce que les Allemands sont très dépendants de l'énergie quand même, de la Russie en tout cas, côté énergie. Transition habile, oui. Et de l'Italie aussi, d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. Le gaz, le fait que l'Ukraine est géographiquement le pays par lequel passe le principal gazoduc qui alimente certains marchés, comme l'Italie. Nous, en France, on a le nucléaire, donc on est moins dépendant. Mais le port de Rotterdam, les Pays-Bas en sont dépendants, pas tellement pour leur propre consommation, mais parce que le port de Rotterdam exporte du gaz. Là, il y a différents projets de contournement de l'Ukraine. Il y a aussi un système où on fait aller le gaz dans l'autre sens pour qu'il passe par les pays baltes et que donc cela évite non pas le passage par l'Ukraine, mais le fait que Gazprom, l'entité russe, ne puisse pas demander des prix extravagants qui changent tous les 3 mois pour des raisons politiques. Mais il est certain que parmi les grands échecs de l'Union européenne, il y a le fait de ne pas avoir de politique énergétique commune. Donc, à partir de ce moment-là, chaque pays voit évidemment midi à sa porte. Et ça a joué un rôle très important dans la crise ukrainienne. Ce qui a aussi joué un rôle très important, je crois, dans la crise ukrainienne, même si nous autres, plus à l'ouest, on a toujours tendance à penser que ils prennent tout ça trop au sérieux, mais dès que vous allez à Varsovie ou dans les pays baltes, c'est-à-dire chez des gens qui ont la mémoire de l'occupation soviétique, là, ils rigolent pas. Et là, il y a une vraie préoccupation que Mme Merkel, d'ailleurs, ne cesse maintenant d'exprimer. Il faut toujours se souvenir que Mme Merkel parle russe, qu'elle a vécu à Berlin-Est sous le régime communiste et que Vladimir Poutine parle allemand. Oui. Et donc, ces deux-là ont évidemment des conversations plus directes que ne sauraient en avoir d'autres dirigeants occidentaux. Et quand la chancelière d'Allemagne exprime la semaine dernière sa crainte de voir cette politique du Kremlin menacée, en tout cas verbalement, plus ou moins directement, sous prétexte de réunir la grande communauté russophone, le grand monde slave, de lui rendre sa fierté, de le faire renaître de ses cendres, Mme Merkel exprime en résonance les craintes de générations de gens qui sont nos générations, mais qui ont quand même vécu une autre histoire que la nôtre, en tout cas quand il s'agit de Moscou. Mais si Poutine tient ce discours-là, c'est peut-être aussi pour justement plaire à son peuple, parce que c'est pour ça aussi qu'il a des opinions favorables aujourd'hui. Il a 90% d'opinions favorables, ce qui paraît incroyable compte tenu de la censure de l'information et de la liberté d'expression. Est-ce que c'est parce que justement il a rendu, et vous le dites dans le livre, très fier finalement ce peuple, et déjà l'annexion de la Crimée, pour les gens, ça les rend extrêmement fiers, les Russes finalement, ce geste de Poutine. Il est certain que la Crimée, il faut se souvenir que la Crimée, Khrouchtchev était ukrainien de naissance. Enfin, l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique, mais lui était ukrainien. Et donc, en gros, pour faire plaisir à ce qui était une province, il a donné la Crimée à l'Ukraine. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, même avec Khodorkovsky, même en lisant le blog de Navalny. Navalny est ce jeune avocat qui est assigné à résidence à Moscou, qui est l'opposant le plus courageux à Vladimir Poutine, celui qui s'exprimait par le biais d'Internet jusqu'à ce que la censure, après avoir totalement paralysé les médias traditionnels, paralyse aussi, en gros depuis le printemps dernier, tout ce qui est réseaux sociaux. Mais même Navalny, opposant numéro 1, au moment de l'annexion des Crimées, écrit « Bon, vous allez me traiter de panslave
irrécupérable, etc. Mais bon, je dois dire que la Crimée, finalement... Ouais. Donc, bon, et puis il ne faut pas se raconter l'histoire. Quelle qu'ait été la violation du droit international le plus fondamental, la Crimée, évidemment, jamais le Kremlin ne rendra la Crimée. Mais les Russes, enfin en tout cas, c'est très difficile à dire, puisqu'encore une fois, il n'y a plus d'informations du tout. Donc ces gens vivent en vase clos dans une intoxication à peu près équivalente à la Corée du Nord. On n'a pas idée de ce que c'est. Néanmoins, la Crimée leur coûte très cher, parce que c'est une région pauvre, et que remettre sur pied une administration, etc., il n'y a toujours pas de pont. Enfin, géographiquement, vous voyez, c'est une espèce de péninsule qui est complètement, quand nous regardons la carte, complètement à gauche. Donc, c'est pour ça que les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine essayent d'atteindre une petite ville qui s'appelle Mariupol, parce que ce serait une manière d'avoir un accès vers la Crimée. Mais ça coûte très cher. De la même manière, les opérations russes dans l'est de l'Ukraine, où il y a bien sûr beaucoup de russophones pro-russes, mais aussi des russophones anti-russes, et aussi des Ukrainiens pas tellement russophones. Et c'est très très mélangé, la situation dans le Donbass, c'est un euphémisme. Donc là aussi, certes, c'est le poumon industriel de l'Ukraine, mais enfin, c'est pas comme chez nous, hein. Il faut voir ce que c'est. Et ça coûte très cher aussi. À remettre en route et à faire en sorte que toute la région ne soit pas économiquement dévastée. Donc l'aventure ukrainienne de Vladimir Poutine, elle est hasardeuse. Mais qu'est-ce que c'est que le risque, encore une fois, dans un système autoritaire où il n'y a une guerre d'opinion publique, il n'y en a pratiquement pas. Il y a eu une manifestation contre sa politique ukrainienne, si ma mémoire est bonne, au printemps, et on a vu 3 000, 4 000 personnes dans les rues. On a dit « Ah, mais c'est incroyable », enfin, il n'y a plus rien eu depuis. Et puis, encore une fois, il faut se rendre compte de ce que c'est que enfin, nous n'arrivons pas à imaginer ça, mais un système où vous n'avez accès qu'à la propagande du régime. Et d'ailleurs, on va y avoir droit très vite. Déjà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder Rossiya 24, qui est la chaîne officielle russe en anglais. Ils vont bientôt, paraît-il, en lancer une en français. Et a été lancée avant-hier une vaste opération qui s'appelle Spoutnik, pour, encore une fois, rappeler la gloire de l'histoire russe, etc. Et donc Spoutnik, c'est une nouvelle agence qui regroupe 6000 journalistes et techniciens, etc., pour inonder la planète entière d'une vision kremlinesque, poutinienne de l'information. Mais pourquoi ces 90% d'opinion favorable? De quoi ils sont fiers, les Russes, finalement? Est-ce qu'aujourd'hui, ils mangent à leur faim? Est-ce qu'ils ont un bon niveau de vie? D'abord, c'est vrai. Si vous voulez, Poutine est là quand même pratiquement depuis 15 ans au pouvoir. Et donc, en fait, il y a eu 3 cycles, si l'on peut dire. Le premier cycle, il a été élu sur la promesse. On est en pleine guerre de Tchétchénie. Il y a des attentats dans les grandes villes russes, et en particulier à Moscou, mais avec 80 morts dans le métro, des immeubles entiers qui s'embrasent. Certains iront jusqu'à dire que certains oligarques, et notamment Berezovski, le pendu, pour se faire bien voir de Vladimir Poutine, va peut-être encourager ses amis mafieux tchétchènes à fomenter quelques-uns de ces attentats, parce que ainsi Vladimir Poutine pourra véritablement accomplir cette promesse faite aux Russes lors de cette première campagne présidentielle. Avec moi, vous aurez peut-être un peu moins de liberté, mais vous aurez la sécurité et l'ordre. Et il y parvient. Dans des conditions atroces, il met fin à la guerre en Tchétchénie, Grozny, etc. Il n'y a plus d'attentats, ou beaucoup moins,
dans les grandes villes russes. Et donc, voilà, cette première partie du contrat, si vous voulez, est remplie. Ensuite, deuxième contrat, je vais vous aider à devenir une classe moyenne. Il n'y en a pas. Avec l'envolée des cours des matières premières qui précède la grande crise financière de 2008-2009, qui va frapper la Russie avec un effet retard, mais qui va les frapper quand même. Mais il y a une embellie des cours des matières premières, et donc il y a une vraie classe moyenne russe qui apparaît, et d'ailleurs on les voit dans nos stations de sport d'hiver. Je ne parle pas des oligarques à Courchevel qui se livrent à toutes sortes d'excès avec des ziblines imbibées de vodka dans la neige et des dames de petites vertus qui arrivent par avion. Non, je ne parle pas de cela, je parle des classes moyennes russes, on les voit. On les voit aussi à Dubaï, on les voit dans les Émirats, enfin là où il y a des grandes galeries marchandes, etc. Et il est vrai que le niveau de vie russe va très nettement s'améliorer dans ces années-là. Après, il y a, avec l'effet retard, un abaissement, bon, la chute des cours des matières premières, et donc c'est moins facile de continuer à élever ce niveau de vie. Et Vladimir Poutine veut se faire réélire. Nous sommes en 2011-2012. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des manifestations à Moscou. Ça ne s'est jamais vu. Je veux dire des manifestations spontanées, pas des manifestations organisées par le parti au pouvoir. Pourquoi? Parce que cette classe moyenne qui voyage, elle a aussi envie, évidemment, d'avoir un peu plus de liberté d'expression, un peu plus de liberté tout court. Et donc cela, pour Poutine, c'est très très mauvais signe. Et là, nous sommes en 2012. Il est réélu prioritairement par la campagne profonde qui reste très légitimiste, etc. Son score dans les grandes villes n'est plus aussi flamboyant. Et donc c'est là où, d'après certains experts russes, et je crois que c'est à eux qu'il faut attacher de l'importance en l'occurrence, c'est là où l'idée d'un projet exaltant le nationalisme, exaltant à nouveau la grandeur russe. Il faut se souvenir aussi que la Russie dépense de tous les pays développés une part de son budget à l'armée. Enfin, les dépenses militaires russes sont parmi les plus élevées du monde. Je referme cette parenthèse parce que ça nous ramène au Mistral. Mais à ce moment-là, si vous voulez, 2012, voilà, il faut trouver un troisième contrat. Que dire aux Russes? Et donc, c'est là, semble-t-il, où intervient cette crise en Ukraine, cristallisée, encore une fois, par ces images insupportables pour le Kremlin de gens prêts à mourir, alors que Yanukovych, qui est le président ukrainien oligarque lui-même, parce qu'on aura peut-être le temps de parler de l'Ukraine, c'est à plus petite échelle le même système, des oligarques. Ouais. Ne serait-ce d'ailleurs que l'actuel président, qui est le Poroshenko, le baron du chocolat, qui est certes un oligarque sûrement à tous égards plus convenable que d'autres, mais un oligarque quand même. Et donc c'est là où Yanukovych, avec la bénédiction du Kremlin, fait tirer sur la foule. Et donc, quand Vladimir Poutine voit qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir, en gros pour s'associer à l'Union européenne, qui de son côté a bâclé un espèce d'accord qui était assez mal ficelé d'ailleurs, mais bon, que Yanukovych avait rejeté, d'où les manifestations. Donc là, Poutine laisse tomber Yanukovych, vous vous souvenez, il s'en va, Yanukovych, il disparaît un jour, on comprendra ensuite qu'il est parti avec quelques malles pleines, sinon de lingots, en tout cas de dollars, parce qu'il ne va pas rapporter des roubles. Et donc là, pour Vladimir Poutine, c'est une crise majeure. C'est une crise majeure que de voir l'Ukraine échapper à l'orbite de cette nouvelle configuration qu'il veut créer, cette espèce d'Eurasie avec Moscou pour épicentre.
et à nouveau les républiques d'Asie centrale qui deviendraient, qui elles aussi, oligarques, gaz, pétrole, etc. C'est toujours matière première. Mais ce que vous nous dites, c'est que c'est pas fini alors, c'est loin d'être fini. Ah, mais c'est absolument pas fini. Mais je veux dire, on meurt en Ukraine aujourd'hui. Depuis le cessez-le-feu qui a été conclu début septembre entre le président russe et le président ukrainien, il y a eu à peu près 3000 morts. Et on appelle ça un cessez-le-feu. Donc, il y a une guerre larvée, comment dire, un conflit à petit feu en Europe. Et donc, bon, après, il y a des considérations... Mais pour les raisons que vous venez de nous exposer, Poutine ne peut pas lâcher. C'est pas possible. Il peut pas revenir en arrière sur l'Ukraine. Par rapport à son peuple, c'est impossible. Il ne peut pas revenir en arrière. Néanmoins, les Occidentaux non plus. Et en même temps, qui va aller faire la guerre ? Qui va aller mourir pour Donetsk? Et donc on est dans cette situation à la fois, enfin, d'immobilisme apparent, mais extraordinairement tendue et extraordinairement dangereuse, parce qu'il y a eu un sous-marin devant Stockholm. Les Suédois se sont dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire? Il y a maintenant des patrouilles d'aviation de l'OTAN qui sont basées dans les pays baltes. Les pays baltes sont membres de l'OTAN. Imaginons qu'il y ait le moindre accrochage. Il peut y avoir un accrochage militaire grave. C'est une situation très bizarre, mais dont il ne faut pas sous-estimer la gravité. Mais comme vous le dites très justement, on n'imagine pas que Poutine revienne vraiment en arrière. C'est intéressant l'analyse que fait Loukyanov, dont vous parliez tout à l'heure, qui est donc cet homme qui apporte son éclairage sur la vision du monde entretenue par le Kremlin. Alors il dit... notre président vous obsède, vous avez tort de le diaboliser. Analysez donc vos propres erreurs et vous verrez que sa logique n'est pas tellement imprévisible. En Ukraine, vous autres occidentaux, vous avez franchi la ligne rouge. Vous n'avez pas compris l'importance stratégique du pays aux yeux de Moscou. Depuis ce que vous avez appelé la fin de la guerre froide, nous ne voyons pas la réalité de la même manière. Pour nous, ce n'était pas vraiment une guerre, il n'y a pas eu vraiment de paix. Nous n'avons jamais été d'accord avec ces règles auxquelles l'Occident confère une valeur universelle. On y a cru, nous aussi, à l'époque du romantisme démocratique avec Gorbatchev, ça n'a pas duré. La Russie veut détruire le monopole des États-Unis sur le droit international. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le saisir, finalement, Poutine. Personne ne comprend. Ou alors on le saisit trop bien, et donc on voit quelqu'un qui dit moi je ne joue plus selon les règles internationales, sauf quand cela m'arrange, parce que moi j'ai quand même un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, donc je mets mon veto ou pas. Donc je continue de soutenir Bachar el-Assad en Syrie. C'est lui qui impose son tempo, finalement. Enfin, oui, mais sur l'Iran, il est très inquiet, lui aussi, des ambitions nucléaires de l'Iran. Donc là, il est quand même plutôt dans le même, je dirais pas dans le même camp, mais enfin dans la même série d'arguments que les Américains et les Européens, même si parmi les Européens sont les Français qui sont les plus durs sur l'affaire iranienne. Mais ce qui est très insidieux, c'est qu'on voit bien dans nos pays, et là aussi il ne faut pas se faire trop d'illusions, on voit bien qu'il y a, outre la crise de l'Ukraine, il y a, avec Poutine et tous les moyens qu'il utilise, y compris auprès de nos propres opinions publiques, il y a cette idée qui semble rassurante à tous ceux qui n'ont jamais vu l'autoritarisme de près. Il y a cette idée à peu près rassurante, voilà un vrai mec, voilà un type autoritaire, il sait ce qu'il veut, il se fait obéir, il est populaire, il respecte les vraies valeurs, il sait ce que c'est que la famille, que Dieu, que la gloire des aïeux, etc., etc. Et je ricane à peine, mais c'est toute une idéologie qui est à l'œuvre, qui est d'ailleurs tout à fait... Je ne sais pas si vous avez lu en particulier le Limonov d'Emmanuel Carrère. Eh bien, Limonov est un vrai... existe pour de vrai. Il est dans cette galaxie poutinienne. Il fait partie, avec un certain Alexandre Douguine, de ces gens qui exaltent,
l'idée qui court dans la littérature russe depuis le 19e siècle. La Russie, ce n'est pas un pays, c'est une civilisation. Et c'est une civilisation dont les valeurs seraient intrinsèquement supérieures à toutes les autres, et surtout à celles, encore une fois, de ces Européens avachis, décadents, drogués, homosexuels, etc., etc. Quand vous lisez une certaine presse russe, c'est quand même assez sidérant. Mais il faut bien voir, encore une fois, que cette idéologie est là des canaux de pénétration dans nos sociétés. Pour Vladimir Poutine, l'Union européenne, c'est le ventre mou du système occidental, ne serait-ce que parce que c'est un système démocratique, et donc rien de plus simple que de financer l'extrême droite. Marine Le Pen vient de confirmer que le Front National bénéficie d'un prêt accordé par une banque russe pour financer les prochaines campagnes du Front National. On voit qu'en Hongrie, où Viktor Orban est vraiment à peu près ce qu'il y a de plus extrême droite en Europe et qui est au pouvoir, quand Vladimir Poutine va à Budapest, eh bien, il dit « Mais mon brave Orban, tu es un type tellement merveilleux que tiens, je te baisse le prix du gaz de 30%. » Il y a différentes manières, encore une fois, de flapter ou d'entretenir dans nos propres sociétés tout un réseau d'influence. Et on voit bien, il y a eu plusieurs enquêtes dans différents médias français dernièrement, que vous avez des courants d'opinion. Il y a évidemment des lobbies économiques qui, pour des raisons qui sont les leurs et qu'il faut entendre, qui peuvent être légitimes de leur point de vue, sont évidemment farouchement hostiles aux sanctions, parce que ces sanctions nuisent à leurs intérêts. Il y a aussi souvent, toujours, une nostalgie franco-russe, la grande alliance privilégiée franco-russe. Enfin, il y a des gens qui entretiennent ou qui partagent cette nostalgie. Et puis, il y a aussi des motivations sans doute moins historiquement moins sentimentales et parfois un peu plus douteuses. Mais il ne faut pas faire non plus comme si ça se passait dans un univers avec lequel nous n'aurions absolument aucun contact. C'est inexact. On sait qu'Hillary Clinton sera probable candidate à la succession de Barack Obama. Ce qu'elle dit dans le livre, dans ses mémoires, en tout cas, fait assez froid dans le dos. Elle dit que si elle est élue, en tout cas à la tête des États-Unis, ça risque d'être de frotter pas mal avec Poutine. Elle dit la vision à long terme de Poutine pour le continent est de rétablir le contrôle de Moscou tout au long des frontières allant de la Baltique à l'Asie mineure. Il raisonne comme si on était encore au 19e ou même au 20e siècle. Il est incapable de transformer son pays en État moderne. Il ne conçoit la grandeur de la Russie qu'en fonction de sa capacité de menacer l'Europe et les États-Unis. Oui, c'est ce qu'elle m'a répété. Vous vous souvenez, elle est venue à Paris pour promouvoir son livre de mémoire, oui. Enfin, il faut dire que quelques semaines auparavant, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Vladimir Poutine avait accordé une interview à TF1 et à Europe 1, et où il avait dit, en gros, s'agissant d'Hillary Clinton, qu'il ne fallait jamais faire attention aux femmes, surtout quand elles sont énervées, et que, en gros, tout ça n'avait aucune importance, ce n'était jamais qu'une femme. Donc, évidemment, connaissant Hillary, ça ne lui avait pas vraiment, ça ne lui avait pas vraiment plu. D'ailleurs, ça ne ferait plaisir à personne normalement constitué. Ouais. C'est un président à vie, Poutine, pardon. Mais en tout cas, comment dire, c'est impossible à dire, mais imaginons que quand il joue au hockey sur glace avec son copain biélorusse, qui est un autre grand démocrate, vous savez, on les voit, donc ils ont leur masque grillagé, comme des vrais hommes, ils sont là sur la glace, etc. Imaginons que Vladimir Poutine reçoive un coup de crosse. Bon, je plains celui qui le lui infligerait, sérieusement. Ouais. Mais peut-on imaginer qu'un tel système ne reproduise pas le plus vite possible quelqu'un sorti du même moule? Je ne le conçois pas. Ayant passé tout ce temps à explorer le parcours de ces gens et
comment dire, cette culture singulière qui reste celle du pouvoir russe aujourd'hui, on peut se dire que, en tout cas, quelqu'un surgirait qui ne serait pas le contraire. Alors, est-ce que Poutine est bien évidemment un très très remarquable chef d'orchestre de tous les outils que lui procure d'abord une tradition russe du pouvoir absolu. Enfin, la Russie n'a jamais connu la moindre parenthèse démocratique. Ils sont passés des boyards aux tsars, des tsars à Staline, et bon, ils n'ont jamais vécu autre chose, quel que soit dans leur littérature ces extraordinaires monuments ces aspirations à la liberté. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui s'intéressent à la Russie d'aujourd'hui, moi je recommande un livre que je cite d'ailleurs abondamment parce qu'il m'a absolument bouleversé. Ça s'appelle La fin de l'homme rouge, aux éditions de l'Aube, de Svetlana Alexeyevitch, et c'est une espèce de fresque très composite, des fragments de conversation avec des gens dans plusieurs villes de Russie, et qui racontent comment ils ont vécu la fin du communisme et le début d'autre chose. Et c'est très frappant parce que là, on voit que les critères, les références, ce qui fait la vie des gens qui ont nos âges, leurs souvenirs sont à peine les mêmes. Et puis, il y en a un qui a gardé, un des oligarques dont je parle, il avait commencé dans la vie en trafiquant des sacs en plastique. Et il avait eu l'astuce de faire fabriquer pour des Jeux Olympiques à Moscou des sacs en plastique où il y avait, ce qui était d'une audace incroyable, le drapeau soviétique et le drapeau américain côte à côte. Et cet homme, qui est devenu parmi les 500 types les plus riches du monde, a gardé son sac en plastique avec ces deux symboles. Donc, voilà, il y a tout un cadre de référence et de souvenirs familiaux, de souvenirs de souffrances familiales dont on n'a pas idée. Enfin, Khodorkovsky est un cas hors du commun, mais quand vous voyez cet homme, moi je l'ai vu à Paris il y a 3 semaines, dans le hall d'un grand hôtel, personne ne le reconnaissait. Il était là, il était avec son portable, son blouson de cuir, avec un très beau visage d'ailleurs, un visage comme enfin, on a une image de lui, émacié, mais et donc, enfin, la vie de cet homme, de sa famille, de ses proches, de cette génération dont il est à la fois la caricature et en même temps la victime, enfin, ou en tout cas, oui, d'une certaine manière, la victime. Ce sont des destins, encore une fois, qui par rapport aux nôtres sont tout à fait hors normes, et c'est toujours par rapport, je crois, à cette histoire tellement différente qu'il faut rattacher le personnage de Poutine et rattacher aussi la manière dont il mène sa politique. Et je crois que c'est toujours ce décalage qui rend l'époque tellement difficile à deviner. Donc si rien ne lui arrive, a priori, il ira le plus loin possible. Voilà. Et puis s'il lui arrive quelque chose, ce ne sera pas son contraire qui arrivera au pouvoir. On a bien compris. Écoutez, ouais. La richesse... je ne sais pas le dire en russe, mais en italien, on dit « vediamo ». Enfin, on verra. La richesse de Poutine, elle est estimée à combien aujourd'hui, sa fortune? Alors, il n'y a pas de chiffre précis. Vous pensez bien que c'est absolument hors d'atteinte, mais le trésor américain, et notamment à travers Wikileaks, vous vous souvenez, quand on a eu accès aux copies des télégrammes diplomatiques américains venant de Moscou, mais pas seulement, où là, plusieurs fois, les diplomates américains insistaient sur les connexions entre un certain nombre de ces oligarques, notamment Timchenko et quelques autres, et Poutine lui-même.
en laissant entendre que depuis Saint-Pétersbourg, il y avait une espèce de tradition, de bienséance, en quelque sorte, qui consistait à ce qu'il y ait une part pour le chef. Mais, pour donner un chiffre, le chiffre que donne le Trésor américain, c'est une fourchette entre 40 et 60 milliards de dollars. Mais que veulent dire ces sommes ? Il y a eu des grosses parts pour le chef. Hein. Il y a eu des grosses parts pour le chef. Mais prenez un cas qui, lui, est avéré. Il y a un oligarque qui s'appelle Rybolovlev. Il vit à Monaco. Il est, entre autres, le propriétaire du club de l'AS Monaco. Ce Rybolovlev, qui avait fait fortune dans le phosphate, qui est un médecin à l'origine, avait épousé une jeune femme médecin aussi, qui, elle, pensait qu'ils avaient fait fortune de conserve. Donc, ils font fortune et ils vont aussitôt s'établir à Genève. Et là, Elena Ryboloveva commence à s'intéresser. C'est une femme intelligente, cultivée. Elle commence à acheter des œuvres d'art. Ils ont une superbe maison à Colonie, qui est le quartier le plus chic au-dessus du lac, à côté de Genève, etc., etc. Et puis, un peu lasse des excès extra-matrimoniaux du mari, elle décide de demander le divorce. Comme elle est fine bouche, elle ne le demande pas à Moscou, parce qu'elle sait que selon la loi russe, elle aurait un maigre pourcentage sur des revenus à peine déclarés, en tout cas, voilà. Donc elle demande le divorce à Genève, parce qu'elle sait que dans le canton de Genève, l'épouse a automatiquement droit à la moitié de la fortune. Donc, cette affaire va durer 4 ou 5 ans. Elle va s'attacher les services des meilleurs avocats de Genève, quelques espions aussi, parce qu'il faut arriver à tracer cette fortune, et notamment à Chypre. Vous vous souvenez qu'au moment de la crise de l'euro, Chypre a été particulièrement douloureux pour beaucoup d'oligarques russes qui y avaient mis leurs économies. Je vous la fais courte, mais l'épouse de M. Rybolovlev a obtenu du tribunal de Genève la somme de 3 298 millions de dollars, c'est-à-dire la moitié de la fortune estimée de son ex-époux. Alors, rien ne dit que cette dame pourra jamais toucher ces sommes extravagantes, parce qu'encore une fois, tout est calfeutré dans des trusts. C'est très très difficile d'arriver à démêler l'architecture complexe qui a été mise en place. Le même Rybolovlev, pour vous donner une idée, encore une fois, et c'est pour ça que la fortune de Poutine, par comparaison, on se dit que tout est possible. Donc Rybolovlev, ce couple a 2 filles. La fille aînée a décidé de prendre le parti de son père. C'est toujours très douloureux dans des affaires de divorce. Donc, pour récompenser sa fille aînée et lui prouver sa tendresse, le père lui a acheté l'île de Skorpios. L'île de Skorpios est l'île Onassis, où on a vu la Calas pleurer toutes les larmes de son corps, Jackie Kennedy nager nue, où on a vu la petite fille Onassis qui en est l'héritière et qui a peur de cette île parce qu'elle dit qu'il y a tous les fantômes de la famille, etc., etc. Toujours est-il que Skorpios a été vendu donc à la fille Rybolovlev. 100 millions de dollars, c'est pas très cher. Voilà. Et puis comme, bon, ça ce n'était qu'une île, donc c'était bien d'en avoir une autre. Voilà. Donc Rybolovlev a acheté une autre île. Et il se trouve que j'étais à Genève la semaine dernière pour parler de mon livre, et je fais une signature chez Payot, donc la grande librairie de Genève, et il y a une dame tout à fait charmante qui s'approche de moi et qui me dit, voilà, je voudrais que vous dédicassiez un livre pour Elena. Je dis, bon, d'accord, donc Elena, elle dit, Elena Rybolovleva. Donc là, je dis, pardon, oui.
Et voilà, et donc cette dame me dit, je suis son amie, elle a lu votre livre, elle a beaucoup apprécié le fait que tout soit à peu près exact, sauf un détail où Rybolovlev n'a jamais payé le champion du monde de surf pour apprendre à sa fille à Biarritz comment naviguer sur une vague à $1000 par jour. Bon, d'accord, s'il n'y a que cette erreur-là, je m'en excuse. Bon, et donc... Et cette dame explique donc que la madame Rybolov, qui vit toujours à Genève, est extrêmement préoccupée parce qu'évidemment, le père fait maintenant, vis-à-vis de la fille cadette, qui vit toujours avec sa mère, la même surenchère. Donc ce sont des anecdotes, mais ce sont des anecdotes qui vous expliquent que ces gens vivent dans un monde où l'unité de mesure n'a pas de sens. N'a pas de sens. Et quand vous voyez Roman Abramovich... J'allais le citer, justement. Alors lui... Alors, je vais citer. Il a un Boeing 737, un 767, qui est équipé comme Air Force One. Il a un Falcon 900, une flottille d'hélicoptères, dont un qui est insonorisé pour écouter la musique. C'est plus pratique. Il apprécie les voitures de luxe, des Maybach, des Rolls-Royce, des Ferrari, des Bugatti. Donc, il a investi $1 milliard dans Chelsea. Et puis la liste des biens immobiliers, c'est considérable. Il a surtout à Moscou, il a fait installer chez lui, ça c'est un petit détail sympathique, un cabinet entièrement équipé pour son dentiste parisien qui vient à domicile. Il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite. Non, parce que, bon, il ne va pas venir à Paris. Bah non, c'est dommage. Donc, sans compter les propriétés au Monténégro, Cap Antibes, à Saint-Tropez, à Aspen au Colorado, à New York, etc. bien sûr. Enfin, mais Abramovich, c'est un personnage tout à fait fascinant. Qui est né, mais alors vraiment au milieu de nulle part, en Sibérie, les bons hivers, il fait moins 35, orphelin de père et de mère, juif sur son passeport. Grâce à un oncle, il fait un peu de commerce avec la Finlande et sa première activité, c'est une usine de canards en plastique. C'est pas une blague, une usine de canards en plastique. Et ce garçon est repéré par deux oligarques, Berezovski, le pendu, et son copain, le géorgien. Abramovich, plus jeune qu'eux, mais génie financier, qui va leur faire le montage, qui va leur permettre de mettre la main sur un groupe pétrolier, plus 2 ou 3 énormes affaires en Russie. Et donc, ce jeune Abramovich se fait bien voir par la famille Eltsine, se fait bien voir par Vladimir Poutine, qui va lui demander, au début de sa présidence, de recevoir un à un tous ceux qu'il considère comme ministres potentiels. Donc, Abramovich aura un rôle de conseiller, et puis il aura la sagesse de retourner à Londres, continuer à faire des affaires, mais chaque fois qu'il le faut, il investit effectivement à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, surtout pour faire plaisir à sa très jeune femme, la dernière, qui est elle-même la fille d'un oligarque d'assez bas étage, qui avait eu quelques ennuis dans le trafic d'armes. Donc, il avait été arrêté à Milan, enfin ça, c'était pas terrible. Mais cette ravissante jeune femme, qui s'appelle Dacia, qui est passionnée par l'art moderne, donc tous ces gens affolent les grandes maisons, les Sotheby's et Christie's, enfin tous les marchands d'art, évidemment, sont à leur trousse. Là aussi, on est dans un espèce de tourbillon qui a été gelé, en quelque sorte, depuis 1 an par l'affaire ukrainienne. Parce que, encore une fois, tous ces gens, même s'ils ne sont pas directement menacés, comme Abramovich, c'est quand même... comment dire, une conjoncture qui n'est pas favorable à l'épanouissement ni des affaires, ni des amours. Avec quelques questions, même si on a déjà passé beaucoup de temps, mais je vois que vous êtes passionné, puisque personne n'a bougé, donc c'est très bon signe. Des questions, si vous le souhaitez. On n'a pas parlé des Mistral. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé, évidemment, qui sont dans le livre, et que je vous encourage évidemment à lire, que Christine Ockrent va dédicacer dans un instant. Questions ? Pas.
Les Mistral, vous voulez nous en dire un mot, Christine Ockrent? Vous pensez quoi? On les vend, enfin on les donne pas? Ah ben, en aucun cas, on ne les donne. Oui, enfin en tout cas, ils sont achetés quasiment déjà. Ils sont achetés déjà. Oui, mais pas payés. Pas payés, ah d'accord. Pas payés, et le Kremlin a dit que si on ne livrait pas le second, il ne payerait pas le premier non plus. Donc ça, c'est évidemment plus... Voilà. Non, sérieusement, c'est une affaire extrêmement délicate pour la France, enfin pour l'Élysée, et tout le problème est de savoir s'il vaut mieux être un mauvais marchand d'armes qui ne respecte pas sa parole et qui risque d'encourir des pénalités financières importantes, même si ce n'est pas dans l'immédiat, ça peut prendre très longtemps, et puis il peut y avoir toutes sortes de procès. Ou si il vaut mieux livrer et, en gros, comment dire, piétiner les règles du droit international qu'on est censé incarner à partir du moment où on est la France et qu'on a un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et qu'on est membre de l'Union européenne et que voilà, il y a tout un corset de règles et de principes qui font notre culture. Donc sérieusement, c'est une décision extraordinairement difficile. On a vu d'ailleurs les tergiversations de l'Élysée sur la question. On a vu cette affaire malencontreuse d'une invitation envoyée au Kremlin, et il y a le vice-ministre de la Défense, oui, qui est un grand adepte de Twitter, un grand rigolo. Et donc, c'était un autre moyen de faire pression, évidemment. Ses compatriotes n'ont plus accès à Twitter ou à VKontakte, qui est l'équivalent russe de Facebook, mais lui, oui. Et donc, il a envoyé un tweet en disant « mais comme c'est merveilleux, on va enfin pouvoir boire à l'amitié franco-russe, etc., à partir du moment où... voilà, puisque nous avons reçu l'invitation de l'agence de l'État qui est censée... mais bon, voilà, enfin, les dernières informations officielles que nous avons tous partagées, c'est que le président de la République a déclaré en Australie qu'il fallait apprécier le bien fondé de cette livraison en fonction de la situation. Enfin, on a compris qu'elle n'est pas prête de changer, en tout cas. Voilà, c'est pas simple. Merci beaucoup de votre présence ce soir, en tout cas. Mais merci à vous et merci pour ces questions. Et j'espère que mes réponses n'étaient pas trop longues. Non, du tout, regardez, c'était très bien. Merci infiniment, merci à tous. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année, à l'année prochaine donc, pour la suite de la beau chapitre et dédicace maintenant donc, du livre de Christine Ockrent.